Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Ilan Moundib. Bonjour Ilan. Bonjour Cyrus. Ilan, tu es ingénieur et membre de l'Institut Rousseau, un think tank qui contribue à la réflexion sur la transition écologique en France. On va parler d'une étude, d'un article que tu as récemment publié, Comment s'adapter à la crise climatique. Donc, on va parler de tout un tas de joyeusetés, les vagues de chaleur, les inondations, la montée des eaux, la mise sous tension des réseaux électriques, les maisons dont les murs se fissurent sous l'effet du retrait-gonflement des sols argileux. Donc tout un tas de choses comme ça, mais aussi comment on s'y adapte dès maintenant, sachant que le sujet est assez récent, mais le chantier d'ampleur semblable à celui de l'atténuation au changement climatique. Voilà, maintenant, l'adaptation au changement climatique recueille de l'intérêt depuis plus récemment, et tu vas nous en parler. Peut-être avant cela, je te laisse te présenter ainsi que un peu plus amplement l'activité de l'Institut Rousseau. Ouais, avec grand plaisir, merci. Du coup, moi je m'appelle Ilan Moundib, je suis ingénieur, j'ai 26 ans et depuis quelques années, j'essaye de débroussailler ce sujet de l'adaptation au changement climatique qui me semble être en partie un impensé, en tout cas avec assez peu de publications ou de réflexions autour, notamment par rapport à la question de la réduction. Je pense que la crise climatique est très très focalisée. Déjà sur la crise environnementale, on focus énormément sur le climat. Et sur le climat, on focus énormément sur la réduction, alors qu'il y a plusieurs choses à faire en même temps. Pour des raisons physiques, le changement climatique, il est irréversible en partie, et s'il est irréversible, c'est-à-dire qu'il y a des choses à changer, en plus d'essayer de limiter sa dérive autant qu'on peut. Je suis aussi membre effectivement de l'Institut Rousseau. L'Institut Rousseau, c'est un laboratoire d'idées qui a été fondé en mars 2020, dont le président d'honneur est Gaël Giraud. Et l'idée de ce laboratoire d'idées, si je pourrais le résumer, c'est la reconstruction écologique de la France, c'est-à-dire quelles sont les mesures qu'on peut prendre, les grandes orientations à suivre pour faire une France qui soit écologiquement soutenable, on va dire, et résiliente pour la suite. L'Institut Rousseau avait notamment publié il n'y a pas très longtemps un rapport qui s'appelle 2% pour 2 degrés, qui est un peu le pendant du gros travail du plan de transformation de l'économie française du Shift Project, qui essayait de voir comment on fait pour avoir une France neutre en carbone, en tout cas qui tienne ses objectifs climatiques, qu'est-ce que ça implique sur différents secteurs, le bâtiment, etc. Et le Shift avait dit, on fait, nous, la partie physique, qu'est-ce qu'il faut faire pour de vrai, et avait exclu la partie financière. L'Institut Rousseau a fait la quantification financière des mesures, et la réponse est dans le titre, 2% du PIB en plus pour tenir l'objectif de degrés. Petite page de pub également, l'Institut Rousseau est actuellement en train d'étendre cette étude au niveau européen pour voir combien ça coûterait le financement d'une transition écologique efficace en Europe et a besoin du coup d'une partie de soutien financier. Donc, ils ont ouvert une campagne de crowdfunding là-dessus. Donc, si ça peut intéresser d'aider nos auditeurs, si nos auditeurs seraient intéressés pour donner un petit coup de main, ce serait le bienvenu. Et je pense que le rapport 2% pour 2 degrés version européen sera d'autant plus, au moins aussi intéressant que celui pour la France. Le message est passé. Parlons de ton étude qui est une sorte, j'ai bien compris, une synthèse de la Ouais. bibliographie sur le sujet de l'adaptation au changement climatique en France. Je vois, tu as 80 références dont tu as fait la synthèse et je recommande effectivement la lecture complète. C'est une trentaine de minutes pour bien prendre le temps. Je le recommande à tous les décideurs économiques et politiques. Je le recommande aux citoyens simplement intéressés. C'est assez bien vulgarisé synthétisé. Euh, Quel est le périmètre de ton étude, c'est-à-dire adapter quoi au changement climatique? Ouais. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce petit papier, c'est de réfléchir à comment adapter la France au changement climatique. Bon, c'est une première. Je trouvais que le sujet de l'adaptation au changement climatique manquait un peu de contribution par rapport à celui de la réduction. C'est très bien ce qu'il y a sur la réduction, ce qui est fait à l'atténuation du changement Hmm. climatique, mais c'est un impensé en partie. Je pense que la question de la crise climatique, elle doit se gérer en 3 temps. Elle doit se gérer dans la réduction des émissions, donc moins 90% horizon 2050, enfin moins 90% pour atteindre la neutralité carbone au niveau mondial, mais elle doit aussi s'articuler sur comment on met en œuvre, on s'adapte en fait aux conséquences qui ont déjà
eu lieu, aux changements qui ont déjà eu lieu. Le changement climatique est commencé en partie irréversible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact des vagues de chaleur futures? Quelles sont les zones qui sont menacées par les inondations, etc. Et la troisième partie, bon, je ne pense pas qu'on l'abordera, mais c'est la partie financement, en partie notamment pour les pays du Sud, qui vont avoir des dommages climatiques qui sont causés par les activités et les émissions occidentales. L'Afrique, c'est moins de 5% des émissions et c'est elle qui a les conséquences en termes de risques climatiques les plus importants, notamment aussi une partie de l'Asie. Et donc, comment on a une contribution, une aide financière pour les financer les pertes dommages. C'est tout le sujet qui était autour de la dernière COP et de l'accord qui en est sorti. Voilà. Sur cette idée de l'adaptation de la France, si on réduit donc le périmètre français, je pense qu'on peut aborder la question en trois bouts. On peut essayer de regarder, par exemple, les systèmes urbains. Donc, pourquoi ils sont sensibles au changement climatique, par rapport à quels aléas climatiques, les systèmes ensuite agricoles ou ruraux, avec les forêts et forestiers qu'on peut inclure là-dedans, quels sont les aléas climatiques qui vont les impacter le plus, la sécheresse, les feux de forêt par exemple. Et le dernier aspect un peu plus générique, c'est les infrastructures qui vont être menacées par des aléas climatiques un peu différents, les inondations côtières ou par exemple le retrait-gonflement des argiles, qui vont en avoir un impact sur ces infrastructures et qui n'y sont pas préparées dans leur majorité. Voilà à peu près Infrastructure quoi, de le plan. transport, d'électricité, enfin on va en parler un peu plus dans le détail. Très bien. Effectivement, c'est un peu un impensé si on commence par le domaine de la ville. Ce n'est que depuis récemment qu'on se rend compte que les immenses dalles de béton, c'est des îlots de chaleur alors même qu'on a rénové certains quartiers récemment, sans penser aux aspects rafraîchissement. Alors, c'est toujours plus facile, on est toujours plus intelligent après. Moi-même, il y a même 2-3 ans, jamais j'y aurais pensé. C'est pour dire à quel point c'est un impensé. De même, les normes de performance énergétique des bâtiments et la performance thermique d'un bâtiment se jugeaient surtout en termes de froid, pas tant en termes de chaud. Et donc, même les bâtiments tout beaux, tout neufs qu'on a construits là, récemment ne sont guère adaptés aux canicules. Peut-être je te laisse développer davantage sur la ville et à quoi elle est exposée, quels sont les aléas et quels sont les leviers d'adaptation. Oui, bien sûr, peut-être juste avant, pourquoi il faut s'adapter. L'idée, c'est que, parce que ça se trouve, on va tous être collectivement responsables, super sérieux sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On n'aura pas besoin de s'adapter parce qu'en fait, du coup, nos infrastructures passées, elles seront dimensionnées pour les conditions climatiques du futur puisqu'on aura réduit le changement climatique. Malheureusement, ça, ce n'est pas le cas et c'est dû à une propriété physique du CO2 qui est un oxyde comme l'eau et donc c'est très, très stable. Et le problème de cela, c'est que le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, responsable de 70% du forçage radiatif, il reste dans l'atmosphère. Pour donner un ordre de grandeur, lorsqu'on va émettre un pulse de CO2, ce pulse de CO2, même si on arrêtait d'émettre demain, au bout d'un siècle, il en reste encore 50%, d'un millénaire, il en reste 25%, et 10 000 ans, il en reste 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le changement climatique, il est en partie irréversible. Et dans ce sens-là, ça veut dire que toutes les émissions passées qu'on a déjà émises dans l'atmosphère, elles vont avoir une conséquence assez forte sur le climat futur. Pour Et le puis, le reformuler système ça, énergétique aussi a de l'inertie. Le système énergétique ne se transforme pas du jour au lendemain. C'est aussi beaucoup ça. Toutes les centrales à charbon ne vont pas fermer l'année prochaine dans le monde. Des choses comme ça. quand on essaye de parler d'adaptation et de résilience au changement climatique, il faut d'abord définir deux concepts clés. Ces concepts clés, c'est ce qu'on appelle l'exposition à un aléa climatique et la vulnérabilité. Un aléa climatique, c'est par exemple les vagues de chaleur, les précipitations, la sécheresse, etc. C'est différentes conditions météorologiques du climat qui vont évoluer d'une certaine façon avec le changement climatique. Et l'idée, c'est de voir à quel point elles vont augmenter ou diminuer sur une zone géographique donnée. Ça, c'est l'exposition. Et c'est la science du climat qui nous le dit. Par exemple, on pourrait réfléchir à combien Paris est exposé aux vagues de chaleur par rapport à avant, c'est-à-dire combien de jours de plus au-dessus de 35 degrés, par exemple, si on définit les vagues de chaleur comme ça. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 jours, à quel horizon de temps, etc. Cette dynamique-là, sur différents aléas climatiques, c'est ce qu'on appelle l'exposition. Elle est indépendante, du coup, elle est seulement dépendante des émissions de gaz à effet de serre et des évolutions des mécanismes physiques
liées au climat. Il y a une autre variable qui est directement liée aux infrastructures et aux façons de nous organiser collectivement. C'est la partie vulnérabilité. Vulnérabilité, c'est quand on regarde du coup un aléa climatique, par exemple les vagues de chaleur, et ben, quelles sont les caractéristiques d'organisation, les caractéristiques des infrastructures, les caractéristiques d'une zone géographique qui vont venir amplifier l'effet de ces vagues de chaleur ou au contraire les atténuer. Par exemple, une caractéristique de vulnérabilité principale sur la ville, c'est l'effet îlot de chaleur urbain. Donc cet effet îlot de chaleur urbain, c'est en fait effectivement une vulnérabilité très importante quand on veut essayer de s'adapter au changement climatique. C'est même la principale. Aujourd'hui, en France, on a 80% de la population qui vit en milieu urbain. C'est une augmentation constante depuis l'après-guerre. Et l'imperméabilisation des sols, ça augmente à une cadence extrêmement soutenue. On est à 30 000 hectares artificialisés chaque année et c'est un rythme qui est presque 4 fois supérieur à l'augmentation de la population. Donc, ce n'est pas une variable démographique, c'est vraiment quelque chose qui s'étend. On prend de plus en plus sur des terres agricoles, forestières, etc. pour augmenter la surface bétonisée sur laquelle on peut construire. C'est dû aussi au fait qu'on a écarté toutes les infrastructures commerciales des centres-villes et aux façons d'habiter, les pavillons, etc., qui viennent manger de plus en plus et artificialiser de plus en plus de sols. Ce genre de... Donc un sol qui est artificialisé, qui est bétonné, il va avoir une caractéristique importante. Peut-être que vous avez déjà vu passer la photo d'une rue avec des arbres, etc., versus une rue qui est complètement bétonisée, sans ombrage, etc. On peut avoir des différences de l'ordre de 10 degrés entre une rue complètement imperméabilisée et une rue végétalisée avec des îlots de fraîcheur, etc., des ombrages. Et donc, quand vous êtes dans une phase de canicule ou une période de vague de chaleur forte, l'effet de ces vagues de chaleur est décuplé par cet effet îlot de chaleur urbain. Vous avez aussi d'autres caractéristiques urbaines qui vont augmenter les effets de ces événements caniculaires et de vagues de chaleur, notamment les sources de chaleur locales, les moteurs thermiques, l'impact des climatisations sur l'extérieur aussi. La climatisation va envoyer de l'air froid à l'intérieur et c'est un moteur de Carnot, donc ça va ressortir de l'air chaud de l'autre côté et donc venir encore amplifier la température ressentie en extérieur, ce qui va pousser encore plus les gens à aller se réfugier à l'intérieur et mettre la climatisation. C'est un exemple de maladaptation. C'est une adaptation qu'on appelle réactive. On a rien anticipé, on a ce qui nous tombe sur la main pour pas trop souffrir en termes d'inconfort ou préserver aussi les personnes les plus vulnérables parce que c'est souvent non plus pas qu'une question de confort. Voilà. Et donc, pour ces effets d'îlot de chaleur urbain, vous avez aussi des matériaux de construction, le béton, les enrobés bitumineux, les toits foncés, qui vont retenir cette chaleur-là. Voilà. Également des éléments de topographie urbaine, la hauteur, la densité du nombre de bâtiments qui viennent réduire la ventilation naturelle, qui est une bonne façon d'atténuer les effets liés aux vagues de chaleur. Donc l'idée, quand on a identifié, en fait, quand on a fait cette analyse de risque là que j'ai fait rapidement en se disant, quelle est la caractéristique principale d'une ville qui va renforcer l'aléa climatique vague de chaleur, on peut regarder aussi quelles sont les personnes les plus vulnérables. On a constaté à peu près, ça c'est un chiffre de l'INSEE, que sur 2022, on a eu une surmortalité de l'ordre de 11 000 personnes en France liées aux vagues de chaleur qu'on a connues. Et donc, vous vous souvenez de l'été qu'on a connu en 2022, c'était vraiment une succession de vagues en permanence qui étaient vraiment très difficiles à supporter, en particulier quand on était dans des milieux urbains. Et donc, on a les personnes âgées, malades, les sans-abri aussi, on oublie beaucoup, et les jeunes enfants qui sont particulièrement vulnérables à ça. Une façon de s'adapter, il y en a toujours de deux types. En général, on va mentionner souvent les solutions fondées sur la nature. Donc ça, c'est une partie très importante, je pense, sur, en tout cas, la ville, et puis ça le sera aussi sur la question de l'agriculture et la question des infrastructures en général. L'idée, c'est de poursuivre une trajectoire qui est déjà ancrée dans la loi, qui est la trajectoire de zéro artificialisation nette des sols. En plus de ça, donc c'est-à-dire à limiter l'artificialisation qui augmente à un rythme très important, donc l'arrêter, ne plus artificialiser de nouveaux sols, et
En plus, débétoniser, c'est-à-dire reformer des îlots de végétation dans la ville, plus résilients aux fortes températures. C'est-à-dire que toute nouvelle construction, ce n'est pas des constructions qui doivent. Ça ne veut pas dire qu'on peut plus construire, ça veut dire qu'il faut en priorité aller dans la densification du tissu urbain, en incitant notamment la réhabilitation des espaces non utilisés, en augmentant le taux d'occupation des locaux vides, réquisitionner une partie des logements vacants aussi, et en encourageant la construction surélevée. Sur les caractéristiques de renaturation de la ville, il faut augmenter fortement la surface d'espaces verts, parcs, pelouses, prairies. Il faut aussi améliorer leur accessibilité, c'est un enjeu de justice sociale important. La plantation d'arbres qui créent des îlots de fraîcheur et qui créent aussi de l'ombrage, qui est extrêmement important pour moins subir les effets de ces vagues de chaleur. La régénération des marais et des lacs urbains, parce que cette imperméabilisation, elle a aussi le mauvais goût de nous rendre vulnérables aux précipitations extrêmes et aux inondations fluviales. Oui, c'est ça. L'eau ne s'infiltre plus dans le sol imperméabilisé, Exactement. donc voilà, ça aggrave les inondations, quoi. Alors que Exactement. Elles ruissellent et les lois de la physique, donc elles vont tomber à un endroit ou à un autre. Si ça a été anticipé ou pas, ça sera les infrastructures qui seront les plus touchées, en plus de tout mettre par terre sur leur passage. Voilà, donc remettre des lacs urbains, de la végétation des toitures. Et puis, il y a un deuxième axe pour augmenter la résilience du tissu urbain, c'est la fameuse rénovation thermique, qui est le sujet dont on parle aussi tout le temps pour la réduction, mais qui peine à avancer. Quand on regarde les études qui ont été faites, le Shift Project nous dit qu'il faut essayer de monter à 1 million de logements rénovés dans leur globalité par an d'ici 2 ans, c'est-à-dire monter à des étiquettes énergétiques de type ABC, alors qu'on a encore une fois des étiquettes énergétiques aujourd'hui qui sont quand même assez, en moyenne, très sur EF, etc., donc assez peu fort. Il faut aussi augmenter dans les bâtiments ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est une surface réfléchissante, c'est-à-dire augmenter la réflexivité par rapport au rayon du soleil. Et c'est la loi de Stephen. Donc, soit quand vous avez un rayon électromagnétique qui arrive, soit il est absorbé, soit il est reflété. Et souvent, c'est un mix des deux. Et plus on augmente en fait la partie qui va être reflétée, avec notamment des surfaces blanches, moins on aura d'absorption. Et si on a de l'absorption, on a moins de chaleur. Voilà, c'est assez simple. Là, on se heurte aux protecteurs du patrimoine culturel, enfin de la préservation du patrimoine. Donc, je pense que ça va être effectivement, on va dire, un dialogue, mais aussi parfois une opposition entre les gens qui veulent faire ce que tu suggères et ceux chargés de la préservation du patrimoine. Concrètement, peindre tous les toits de Paris en blanc pour protéger notamment les gens qui vivent au dernier étage. Donc en cas de très forte canicule, mettons, même dès les prochaines années, imaginons ce qui s'est passé en Colombie-Britannique, une vague de chaleur, une pointe à 48, 50 degrés il y a 1 ou 2 ans, il me semble. Bon, ça peut tomber un peu n'importe où, y compris sur Paris. Donc effectivement, peindre les toits en blanc, ça peut permettre de protéger certaines populations, mais encore faut-il... Voilà, il y a une inertie aussi dans le dialogue là-dessus. C'est sûr, il y a aussi des mécanismes à mettre en place. Et puis, après, j'arrêterai sur la ville, mais sur les nouvelles constructions, c'est important d'intégrer ce qu'on appelle les systèmes de refroidissement passif pour limiter l'utilisation de la climatisation, c'est-à-dire des ventilations transversales, des brises-soleil, des stores, voire et intégrer dans les nouvelles normes de construction l'orientation du bâtiment, effectivement, comme tu l'avais bien dit, pour avoir dans la construction et peut-être dans le prix de l'immobilier intégré les caractéristiques qui rendent plus résilient au froid, la rénovation thermique, mais aussi au chaud. Et ça doit être inclus et repensé un peu globalement là-dessus. Voilà. Ouais. En parlant de prix immobilier, on peut globalement aussi dire que la résilience climatique ou la vulnérabilité face au changement climatique n'est absolument pas du tout intégrée au prix de l'immobilier actuellement. Des villes côtières potentiellement vulnérables, l'immobilier coûte normalement cher, alors que quelqu'un comme moi n'est pas forcément prêt à payer très cher pour des endroits comme ça, mais voilà, c'est pas moi qui fais le marché. Un îlot de chaleur, un appartement situé en îlot de chaleur ne vaut pas moins cher qu'un appartement bien situé en îlot de fraîcheur. Et puis on en reparlera plus tard. Une maison individuelle menacée par le retrait-gonflement des sols argileux, je pense, ne perd pas beaucoup de valeur par rapport à une maison individuelle qui ne fait pas face à ce risque-là.
Mais à nouveau, c'est pas moi qui décide des prix. Mais on peut imaginer que si les gens se projetaient sur 20, 30, 40 ans, ce qui est d'ailleurs je pense, la durée moyenne de détention d'un bien immobilier, c'est de l'ordre de 30 à 40 ans. Donc, c'est pas absurde de réfléchir à 40 ans. Qui plus est, dans 40 ans, tu vas vendre ton bien à quelqu'un qui, à son tour, va se projeter dans 40 ans. Donc, se dire dès maintenant, je pense à 2100, c'est pas non plus complètement irrationnel en termes de marché. Mais tout ce qu'on dit là n'est pas, oui, c'est pas intégré dans les prix immobiliers. Parenthèse refermée. Est-ce que tu veux passer à l'adaptation de l'agriculture? Ou est-ce que, ouais, pour le reste, bon, pour le détail, on encourage à parcourir ton papier. Sur l'agriculture, il me semble que c'est un domaine relativement assez avancé dans l'adaptation au changement climatique, ne serait-ce parce que culturellement, c'est toujours un domaine qui s'est intéressé aux risques météorologiques, par exemple, et aussi un domaine où les acteurs sont en première ligne face au changement climatique, ils le ressentent, voilà, enfin, ça s'accélère depuis quelques années, ils sont concernés au premier lieu. Donc c'est un sujet déjà assez débroussaillé. Là, pareil, est-ce que tu veux parler faire un tour d'horizon des principales vulnérabilités, des leviers d'adaptation? Et du coup, sur la partie agriculture maintenant, après avoir fait un peu les systèmes urbains, la partie agriculture, c'est quelque chose de très, très compliqué en général. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Il n'y a pas forcément beaucoup non plus d'incertitudes, mais c'est des systèmes extrêmement complexes. La première chose peut-être à dire sur ce sujet-là, c'est que le changement climatique, il va augmenter en fréquence, en intensité, tous les événements liés à la chaleur, à l'augmentation de température, etc. Il va avoir un deuxième effet, qui est très bien décrit dans les rapports du GIEC depuis un bon moment déjà, c'est qu'il va exacerber le cycle hydrologique, c'est-à-dire qu'il va augmenter les sécheresses, Mhm. les extrêmes du cycle hydrologique, donc c'est-à-dire que les endroits qui sont à la base secs, très très grossièrement, vont devenir plus secs, et les endroits où il y a beaucoup de précipitations, très humides, vont le devenir encore plus. Cette exacerbation, elle met en danger. Sur la partie agricole, la partie qui va être le plus impactante, c'est l'augmentation des conditions de sécheresse. Mhm. La sécheresse, elle s'accentue notamment durablement en France et l'été 2022 a montré l'impact colossal que ce genre d'épisode ça pouvait avoir sur la production alimentaire, également conjugué avec des phénomènes de vagues de chaleur au printemps qui vont faire une floraison anticipée de certaines productions qui ensuite, quand il se remet à geler, sont perdues dans leur entièreté. Ça, c'était un événement très important quand même dans, je pense, l'histoire agricole de notre pays, Mhm. ce débourrement précoce qui a Mhm. créé une calamité agricole en fait en France, Mhm. dans laquelle on a beaucoup trop peu parlé malheureusement. Si on repasse sur la partie estivale, on va avoir rappelé que le changement climatique n'a pas que des impacts en été du coup. Juillet 2022, ça a été le mois le plus sec jamais enregistré en France depuis 1959, avec seulement 10 mm de pluie enregistrée contre 90 à la même période l'année d'après. Donc une division par 10. On a bien sûr eu ces gros titres de journaux avec les 100 communes qui étaient privées d'eau potable. Et si on regarde un peu plus la littérature sur ce sujet, il y a un rapport de 2021 du Haut Conseil pour le climat qui affirme, épaulé notamment par tous les climatologues qu'il y a dans ce consortium-là et puis les rapports du GIEC, que les modifications des schémas de précipitation depuis 1990 expliquent déjà sur une tendance longue la réduction des rendements blé et d'orge en Europe. Mhm. Donc ça fait le lien en fait avec l'agriculture. Si on reformule ça, ça veut dire que certains terroirs vont progressivement devenir inadaptés aux agrosystèmes qu'ils habitent et de fait, ça va remettre profondément en cause l'équilibre économique et l'implémentation géographique de nombreuses productions arboricoles, viticulture, systèmes pastoraux, etc. Mhm. Pour plaisanter, j'ai l'habitude de dire que la plus grande catastrophe du changement climatique, c'est que si on va trop loin, c'est les Anglais qui vont produire du vin. Je pense que personne n'a envie de goûter du vin de Brighton ou ce genre de choses, mais le changement des conditions climatiques vont faire que ça sera beaucoup plus optimal, ou en tout cas dans les normes que l'on connaît, nous, de le faire sur la partie anglaise, du fait de conditions de sécheresse qui seront moins importantes, etc.
Oui, non, là, si ça motive pas la France à s'adapter au changement climatique et à l'atténuer, alors je ne sais pas ce qui peut motiver. Mais bon, je te laisse poursuivre. Effectivement. De même, on va avoir une hausse des besoins d'irrigation. On risque d'avoir, s'il n'y a pas de changement culturel important, une hausse des besoins d'irrigation qui va se conjuguer en même temps à une diminution de la disponibilité de la ressource. Les conditions de sécheresse de 2022, c'est quelque chose auquel les modèles climatiques disent qu'on peut s'attendre dans la suite, même si on réduit, même dans le scénario de degrés, etc. Et puis si on va plus loin, ça sera encore plus catastrophique. Donc, cette hausse des besoins d'irrigation, qui, pour tout un tas de raisons, notamment la consommation de viande, on risque aussi de devoir irriguer plus tout en ayant moins de ressources. Et donc, il y a une contradiction. La ressource en eau, elle est aussi pas uniquement menacée par des pressions climatiques. Il y a une pression climatique croissante sur effectivement les fleuves, les rivières, etc., et la surexploitation souterraine, donc les prélèvements excessifs dans les nappes phréatiques, mais il y a aussi une question de pollution qui va rendre en fait la disponibilité en ressources en eau plus compliquée parce que toutes les eaux n'auront pas la qualité nécessaire pour être utilisées dans l'agriculture, qui concentre toujours aujourd'hui 80% à peu près, si je ne dis pas de bêtises, de la ressource en eau dans les pour la production agricole. Ça se heurte en fait aussi, cette question-là, à la question des sols aussi. Le modèle agricole actuellement, il a une conséquence grave sur la biodiversité souterraine. La biodiversité souterraine, c'est celle qui est au cœur de la fertilité des sols et de la rétention d'eau en leur sein. Donc, si on extermine cette biodiversité-là par diverses façons, par exemple simplement le tassage qui va détruire les galeries de circulation des vers de terre ou de toute la biodiversité qui y vit, ou l'utilisation de pesticides de toutes sortes qui tuent tous les micro, en plus des ravageurs, aussi les organismes qui simplement participent à la fertilité des sols et à leur vie. On limite en fait la captation et l'infiltration des eaux dans les sols. De la même façon, tout ça, ça va conduire à une faible diversité génétique. En tout cas, ça vient de se coupler à beaucoup de monoculture en France, c'est-à-dire une faible diversité génétique des plantations qui participe à la forte vulnérabilité du système agricole à un climat plus sec, puisqu'elles vont préserver souvent beaucoup de ressources en eau, les mêmes nutriments. Si on préserve les mêmes nutriments, on réduit la vie dans les sols, on réduit donc la rétention, etc. C'est un sujet un peu compliqué qu'il faudrait décrire dans le détail, mais c'est à peu près la grande idée Oui, quand on peut le vulgariser rapidement comme j'essaye de le faire. Si on regarde du coup ces éléments-là, il y a vraiment un enjeu du coup, par exemple, pour donner un exemple sur le blé. Le blé, le blé, par contre, le maïs grain, c'est destiné aux 2 tiers à l'alimentation des volailles et des porcs. Et la culture de maïs grain, ça représente en France 8,5% des surfaces agricoles, mais elle occupe la moitié des surfaces irriguées. D'accord ? On peut aussi, on s'attend du coup, c'est le cabinet Solagro dans ses scénarios After 2050 qui nous le dit, à des diminutions des rendements, notamment dans la production du blé. Donc 7 tonnes par hectare avant, jusqu'à 5 par exemple. Et puis, à les données du GIEC sur l'agriculture, en général, pour 1 degré supplémentaire, vous avez 6% de rendement en moins sur le blé, 3 pour le riz, 7 pour le maïs. Donc voilà. Tout ça pour dire, c'est que le sujet de la sécheresse et de l'agriculture, c'est un sujet complexe qui englobe plein d'autres sujets, le sujet des sols, le sujet des modes de production, etc. Et comment on peut essayer de rendre le système agricole plus résilient? Il y a une première chose qui est pour moi libérer de l'espace. Si on peut libérer de l'espace, la principale mesure, c'est de réguler la production et la consommation de viande. Donc, grosso modo, si on regarde, la consommation de viande du fait des différents éléments que j'ai expliqués, ça prend énormément de terre, ça consomme énormément d'eau et ça met en tension tout le reste du système. L'idée, c'est si on peut donner un ordre de grandeur, c'est d'essayer de limiter à 50% la production de protéines carnées d'ici 2050 en France ou partout dans le monde d'ailleurs.
ce qui n'est pas non plus délirant. Bon. Un des éléments aussi là-dedans, c'est d'éviter de faire fonctionner le marché pour importer cette viande et pour la produire à l'autre bout du monde. On ne peut pas demander à nos agriculteurs de produire moins de viande, etc., si on reste dans des accords type CETA ou TAFTA qui viennent faire de la concurrence déloyale avec du bœuf canadien, argentin, etc., ou américain, même si le Mercosur a été à peu près enterré, mais on verra s'ils le font revenir par la fenêtre. Mais voilà, il faut limiter l'importation au maximum de cela, voir le blé qu'on apporte, à quoi il sert, et en plus de protéger notre agriculture, planifier doucement, sereinement avec les agriculteurs la diminution de la production de protéines d'origine animale. Je Mhm. pense qu'il y a une bonne partie aussi des Français qui sont prêts là-dessus. Après, c'est Oui, pas oui, et la puis même les chose. questions de bien-être animal, parce que Exactement. dans les élevages de poulets de porc, c'est en écrasante majorité dans des conditions de vie vraiment très mauvaises, surtout pour les cochons, qui d'ailleurs, génétiquement, à part le singe, il n'y a pas plus proche que ça de nous, donc ça pose quand même des questions éthiques. Et effectivement, ça, au regard de ce qu'ils mangent, c'est-à-dire en partie du maïs, ça met le reste du système sous tension. Mais effectivement, donc on peut faire double coup entre bien-être animal et adaptation au changement climatique, et aussi atténuation des pollutions, parce que voilà, je pense un sujet comme l'eutrophisation de l'eau, donc concrètement, c'est des zones côtières mortes où la vie de l'eau est morte. Voilà, ça vient en grande partie des effluents d'élevage. Ouais, pardon, je t'ai coupé, mais effectivement, outre la moindre consommation de viande, moi, ce que je lis partout dans les rapports, c'est globalement diverses pratiques agroécologiques qui consistent à alors séquestrer le carbone dans le sol par une série de techniques, on pourra en parler. Par la séquestration du carbone dans le sol, déjà on atténue le changement climatique, et par l'amélioration du taux de matière organique dans le sol et la revitalisation du sol, il sera mieux adapté aux aléas climatiques, voilà, un sol plus poreux, etc. Mais peut-être que c'était là que tu voulais en venir. Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et puis là, du coup, avec la réduction de la consommation de viande, c'est la deuxième mesure avec la rénovation thermique qui est très synergique avec l'atténuation au changement climatique. C'est souvent le cas, en fait. En plus des solutions fondées sur la nature, très souvent, l'adaptation au changement climatique va aider la réduction et l'inverse, etc. C'est pas du tout des choses qui sont antagoniques l'une de l'autre. Mhm. Elles ont une synergie dans plein de cas. Quand on étudie même l'adaptation dans un couloir, on retrouve des parties assez importantes de la réduction. Les mesures type rénovation thermique, limitation de la consommation de viande sont des mesures qu'on retrouve très classiquement sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mhm. Si on regarde les sols, du coup, il y a vraiment pour essayer de limiter l'impact de ces sécheresses, mais d'autres aléas climatiques aussi, il y a un vrai besoin d'aller vers un concept qui a été développé par l'agronome Michel Griffon, qui est l'agriculture écologiquement intensive, pour aller contre un peu l'agriculture intensive, justement. Mhm. L'idée, c'est de diversifier massivement les espèces cultivées et les pratiques d'enrichissement des sols. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? C'est souvent cité, mais c'est la rotation culturelle. C'est-à-dire que Mhm. lorsqu'on va produire, lorsqu'on a récolté notre production, par exemple de blé, on ne va pas laisser les sols nus, on va aller replanter une partie d'autres plantes qui sont qui sont adaptées. Et ces plantes-là, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a plantées avant, elles vont échanger tout un tas de nutriments dans les sols. Et une fois qu'on a besoin de replanter, on recoupe tout, on laisse fermenter les déchets agricoles, les déchets végétaux, et notre sol-là, comme ça, il reste en bonne santé et il fait circuler une partie des nutriments. En tout cas, il change profondément sa structure et on remet de la vie dans les sols. Et puis ensuite, on peut rentrer dans des débats techniques avec quelle variété il faut mettre, quand, etc. Mais ça en permet de redonner de la vie au sol et donc de les rendre plus résilients en partie. Mhm. Il y a aussi toutes les pratiques d'élevage de bétail qui peuvent rendre l'agriculture française plus résiliente. L'idée, c'est de combiner plus efficacement possible l'élevage avec la production de culture pour aller vers une agriculture intégrée, moins gourmande en intrants et en machines. C'est par exemple du coup laisser avoir des nouvelles formes de pâturage
qui permettent de fertiliser les sols et puis de modifier leur diversité. Ouais. Il y a aussi bien sûr les pratiques qu'on donne souvent de l'agroforesterie, c'est-à-dire faire des mélanges d'arbres et de cultures qui peuvent réduire le stress hydrique et thermique tout en renforçant la séquestration du carbone dans les sols. Voilà sur quelques éléments là-dessus. Et tout ça, en théorie, si on le gère bien, ça peut limiter notre consommation de pesticides, ça limite le stress hydrique aussi dans ces zones-là. La première mesure pour limiter le stress hydrique, c'est la réduction de la consommation d'eau, parce que c'est ça qui prend le plus d'eau. C'est les cultures de blé, maïs, etc., qui vont prendre le plus d'eau, et donc on réduit aussi, on limite du coup le stress sur la ressource. Enfin, il y a un troisième élément qui est important, c'est l'enjeu de relocalisation, c'est-à-dire essayer notre mode d'organisation actuel, il est tourné vers l'exportation et repose du coup sur l'importation de près de 20% de produits agricoles, ce qui est quand même incroyable hein, quand on connaît le pays dans lequel on vit, qui a toujours été quasiment, en tout cas depuis l'après-guerre, autosuffisant alimentairement en partie. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde les travaux, par exemple, du consortium des Greniers de l'Abondance, on nous dit que le degré d'autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines en France, elle est de 2%. 2%, oui, c'est ça. Ouais, 2%. Ça veut dire que 98% du contenu alimentaire consommé localement, il est importé. Donc, ça veut dire aussi, ça renforce notre dépendance aux ressources fossiles, puisque ça génère énormément de transport. Donc, encore une fois, on retrouve un peu ce sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre par le biais de l'adaptation. Et enfin, pour la dernière partie sur l'agriculture, et la partie hydrique, il y a un vrai besoin d'investir massivement dans la rénovation des circuits de canalisation et des réseaux de distribution. Aujourd'hui, en France, on perd 1 litre d'eau potable sur 5 dans les fuites de canalisation. Et on travaille bien quand même, puisqu'on a un taux de renouvellement des canalisations de 0,61%. Ça veut dire pas 1%. Ça veut dire qu'il nous faudrait 150 ans pour rénover l'intégralité du réseau à ce rythme-là. Voilà, donc il y a un vrai besoin d'accélérer sur cette rénovation des canalisations, d'y mettre les moyens, parce qu'on y gagnera sur tous les points. Très bien. On a beaucoup parlé, j'ai reçu déjà pas mal d'invités sur la question de la vie des sols et effectivement jusqu'à rentrer dans des côtés très techniques, donc voilà des témoignages notamment de Francis Bucaille, de Anne Trombini, qui sont passés ici. Ce que j'ai toujours eu un peu de mal à mesurer, c'est dans quelle mesure est-ce que les pratiques entre guillemets agroécologiques se développent ou pas en France. Sachant que le terme agroécologie recouvre beaucoup de théories, de pratiques agricoles diverses, et les statistiques sont assez rares aussi. Alors récemment, j'ai fait un post sur le sujet après avoir trouvé une publication de l'Agreste, donc la statistique agricole. Alors l'étude date de 2021, mais ça se base sur les données de 2017. Mais dès l'époque, on notait des évolutions assez significatives. Donc, que ce soit sur la couverture permanente des sols, donc ne jamais laisser le sol nu, ou le non-labour, c'est des pratiques qui sont maintenant assez généralisées jusqu'à toucher, d'après ces publications, près de la moitié des superficies de grandes cultures. Donc voilà, comme quoi, parfois il y a aussi des bonnes nouvelles. Bon. Écoute, merci Ilan. Je ne sais pas si on passe aux infrastructures, est-ce que ça te va pour la dernière partie? Pas de problème. Ouais, bah moi je n'ai pas une connaissance, enfin bon, tu pourras nous exposer tout ça, mais j'ai cru comprendre finalement les réseaux ferroviaires sont peut-être plus vulnérables que les réseaux routiers, enfin le matériau par lesquels sont par exemple fabriqués les rails sont plus vulnérables face aux canicules que le bitume des routes, tu nous en parleras peut-être. C'est le système électrique aussi, moi, qui attire pas mal mon attention. Alors ça, j'ai vu la statistique récemment, mais rien que cette année, 2022 en Union européenne, la production hydroélectrique d'électricité hydraulique a diminué de l'ordre de 15%. Et dans un pays comme la France, ça fournit quand même 12% de notre électricité. Donc c'est quand même, bon, vu les problèmes qu'on a sur le nucléaire et vu les retards qu'on a sur le renouvelable, c'est 12% d'hydraulique qu'on aurait bien préservé. Mais bref,
Tout ça pour dire c'est significatif. Et là, ce moins 15%, c'est lié à un aléa des années 2020. Donc, on peut imaginer ce qu'il en sera quand il y aura les aléas des années 2040, 2050, et je ne parle même pas de 2100. Et puis, il y a le sujet toujours sur l'électricité des risques pour le réseau électrique. Donc, la vulnérabilité face, je sais pas, aux inondations ou autres événements climatiques extrêmes, je sais pas, un transformateur clé qui pèterait, enfin bref. Je ne connais pas le sujet en détail, mais c'est un risque suffisamment important pour que l'armée américaine en parle dans un rapport qu'ils ont publié fin 2019 sur la vulnérabilité climatique des États-Unis et de l'armée américaine, parlait carrément de risque d'effondrement du réseau électrique vétuste déjà, d'une part, surtout là-bas, il est vétuste, mal entretenu, et de plus en plus exposé aux aléas climatiques. Peut-être je m'arrête là pour l'intro, mais parce que c'est tellement vaste ce sujet des infrastructures, mais peux-tu nous dire peut-être quelles infrastructures sont particulièrement concernées, quels sont les risques? Ouais, je pourrais pas être exhaustif et je pourrais pas tout donner parce que c'est un sujet super très très élevé. Si je peux donner quand même la méthode générale d'analyse lorsqu'on veut essayer d'avoir il faut étudier à chaque fois l'évolution de l'exposition des différents aléas climatiques. Est-ce qu'il y a plus de précipitations? Est-ce que le nombre de vagues de chaleur sur une zone localisée, par exemple une centrale nucléaire, hydroélectricité, etc. Est-ce qu'il y a plus de vagues de chaleur? Est-ce qu'il y a des conditions de sécheresse comme ça? Et si on fait cette analyse de risque, eh ben on va avoir, sur cette zone-là, c'est plus les vagues de chaleur où il y a une augmentation très significative. Une fois qu'on fait ça, on va regarder les caractéristiques de vulnérabilité à cet aléa climatique, parce qu'on ne peut pas se préparer à tout. Et donc, il faut avoir une analyse technique avec juste des climatologues ou faire tourner les modèles climatiques. Beaucoup sont en open source d'ailleurs. On peut visualiser sur l'Atlas interactif du GIEC ou chez d'autres consortiums, Climate Analytics, Climate Explorer, etc. Il y a tout un tas de plateformes super bien faites pour voir ça. Ensuite, on fait des entretiens avec les différents gérants d'infrastructures pour voir s'ils ont eu des dégâts dans le passé ou non, quelle a été la conséquence, on quantifie financièrement et au vu de l'analyse de vulnérabilité, on propose des mesures d'adaptation. C'est exactement comme on pourrait le faire pour n'importe quelle entreprise ou collectivité. On mesure l'empreinte carbone. Une fois qu'on a l'empreinte carbone, on sait que c'est tant du fait, par exemple, des intrants, etc., et de tel intrant en particulier. Et ben, on propose des mesures de réduction adaptées. Donc, encore une fois, un petit parallèle entre adaptation et atténuation du changement climatique là-dessus. Si on parle des infrastructures, il y a deux aléas climatiques desquels on a assez peu parlé depuis le début qui peuvent avoir un impact assez fort sur les infrastructures. Et le premier, c'est l'élévation du niveau de la mer. Dans le premier volet du 6e rapport du GIEC, le résumé au décideur, il affirme clairement que de nombreux changements dus aux émissions passées et futures de gaz à effet de serre s'avèrent irréversibles pendant des siècles, voire des millénaires. La montée des eaux, c'est Voilà. la principale inertie d'ailleurs. Donc, et on est engagé sur au moins quelques mètres, on va dire de l'ordre de 1 demi-mètre à 1 mètre d'ici la fin de ce siècle et quelques mètres à échelle de siècle. Donc, même pour des villes comme Londres qui ne se déplacent pas comme ça d'un coup de baguette magique, voilà. Tout à fait. Par exemple, le GIEC estime que l'augmentation, elle va atteindre. Après, il y a peut-être des soucis sur ces résultats parce que c'est des moyennes et selon les modèles, les boucles de rétroaction positive ne sont pas placées aux mêmes endroits. Ouais. Et donc, on se retrouve souvent avec des moyennes qui vont un peu élaguer les effets extrêmes. Mais si on cite le GIEC de façon un peu en lisant simplement le résumé aux décideurs, on serait sur une augmentation de 60 cm à 1 mètre à horizon 2100 et de 2 à 3 mètres à horizon 2200. Et il est bien écrit dans le GIEC que c'est une dynamique qui ne s'inverse pas, même si on arrête les émissions de demain. Parce que il y a des effets... J'ai en tête une courbe, sans vouloir faire peur aux gens, mais une courbe justement sur la montée des eaux qui, effectivement, cite exactement le 60 cm à 1 mètre que tu viens de citer, mais aussi en pointillé un risque extrême, par exemple, si le glacier Thwaites d'Antarctique Ouest, il me semble, se décroche, ce que certains climatologues pensent que la question, c'est pas est-ce que, mais quand. Et rien que ce glacier, que certains surnomment le glacier de l'Apocalypse, c'est plus 60 cm assez rapidement, quoi. Bon, c'est un des points de bascule du système climatique qui attire l'attention. Donc, donc 60 cm de plus d'un coup, c'est ouais, c'est pour je sais pas, une région comme le delta de la Camargue en France, c'est pas rien tout à coup, voilà. Ou la Charente, voilà, la Charente pour donner un exemple plus urbanisé. Hein, mais...
Donc, Alors là, le pardon, résultat scientifique. la courbe dont je te parle, parce que je l'ai trouvée, là je la projette, c'est dans le rapport Ouais, du GIEC, hein, donc là, voilà, ouais, on trouve le pointillé. Bon, là, c'est l'infographie un peu retravaillée par BBC, mais peu importe. C'est plus rapide à trouver comme ça. Donc, non, non, il y a le scénario extrême. Alors, en 2 mètres, j'ai vu un peu large, mais là, on est à 1,70 m en max. ouais. Alors, unlikely, donc improbable, mais à fort impact. Enfin voilà. En tout cas, ça donne l'idée de l'intervalle des possibles. On trouve ton 60 centimètres à 1 mètre. Non, voilà, c'était juste un petit, pas une digression, une parenthèse, mais qui est Ouais. pas à négliger par rapport à l'adaptation des infrastructures à l'affaire dont on parle. Et on ne parle là que de la montée moyenne et pas des aléas extrêmes, genre les grosses houles. En fait, c'est comme le plus 2 degrés, c'est une moyenne, mais ça ne dit rien des extrêmes. De même, je ne sais pas si le parallèle vaut, mais le plus 1 mètre de montée de la mer, c'est une chose, mais la hauteur des houles et la fréquence et l'intensité des inondations côtières, c'est autre chose que la moyenne. Parenthèse refermée, mais c'est pour bien cerner effectivement. Mais est-ce qu'on peut reprendre sur, parce qu'on est revenu un peu sur la ville, Ouais. mais ce que ça implique pour les infrastructures justement, quel que soit le réseau dont on parle, je ne sais pas si tu parlais plutôt de ramassage de déchets, de distribution d'énergie, de distribution d'eau, mais j'imagine que toutes les infrastructures sont de près ou de loin vulnérables au changement Ouais. climatique. Donc, effectivement, si on regarde cette élévation du niveau de la mer, même si on prend 60 centimètres d'élévation, donc la fourchette basse, Très optimiste. de la fourchette basse, vous avez des villes comme Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Calais ou Le Havre en France qui sont très fortement touchées, hein. Si vous voulez aller vous faire un truc un peu rigolo de votre samedi soir, vous allez sur une plateforme qui s'appelle Climate Central et puis vous jouez avec les hypothèses et puis vous voyez ce qui est sous les eaux ou pas. Si on regarde à peu près l'anticipation qu'en fait le ministère de l'écologie, ils publient régulièrement un rapport qui s'appelle l'évaluation nationale des risques d'inondation. Et le dernier chiffre que j'avais, c'est que la submersion marine, elle, menacerait 1,4 million de résidents français dans les hypothèses d'une élévation du niveau de la mer de 1 mètre à horizon 2100. Hmm. Donc c'est beaucoup de personnes Ouais. et c'est Et beaucoup d'infrastructures. Et il y Ça aura peut une année poser. 2101 et la France existera encore. Enfin voilà, c'est ça qui est bien important de comprendre. C'est pas parce que c'est lointain qu'on s'en fout. Notre pays a des siècles et des siècles d'histoire, donc en 2500, on aimerait bien qu'il continue d'exister, quoi. Bon, ouais, parenthèse, pardon, Effectivement. parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Non, mais Pardon. c'est vrai, c'est vrai. Surtout, ce qui est un peu rigolo, c'est de nous comparer à nos voisins européens sur ce sujet-là. Par exemple, nos amis belges ou néerlandais, ils vont dimensionner en fait des infrastructures de protection contre l'élévation de la mer, mais ils vont mettre et aussi ils vont calibrer leur zonage. Le zonage, ça veut dire bah, à quel endroit on peut plus construire parce qu'on pense que la mer elle va augmenter à ce niveau-là ou que ça va être soumis à des houles ou à des inondations plus fréquentes. Ils mettent ce seuil-là à 2 mètres d'élévation, d'accord, à la fin du siècle. Donc c'est la Mhm. borne, c'est en se disant, bah, il y a un 2100, 2200, de toute façon, c'est euh, acté et c'est la borne basse de l'élévation qu'on aura en 2200. Et nous, en France, nos infrastructures-là, elles sont toujours dimensionnées sur une valeur de référence de 60 centimètres. C'est-à-dire, c'est la borne basse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui autorise aussi au beau parti de continuer à construire dans des zones qui seront probablement à forte probabilité, qui seront probablement inondées, que ça empêche les procédures de retrait des populations, etc. Ça empêche les élus locaux de les mettre en œuvre parce qu'on a toujours ce conflit sur ce chiffre entre 60 centimètres, etc. Si on prend les infrastructures de production énergétique, tu as effectivement cité l'hydraulique, le nucléaire, il est en difficulté aussi lié à ça. Pourquoi? Parce qu'une centrale nucléaire, elle a besoin d'une source d'eau. Et donc, Mhm. soit on va la mettre sur le littoral, et donc elle va être menacée par l'élévation du niveau de la mer, pas forcément qu'elle va exploser, mais ça empêchera une partie de la production en Ouais, tout cas. Et ou bien elle va se situer en amont d'un fleuve, et on a vu que les fleuves en partie, avec les conditions de sécheresse, il y aura plus de difficultés d'accéder à la ressource qui va permettre de refroidir le combustible. Mhm. Si on regarde ça, ça veut dire qu'en fait, dans les deux cas, on va avoir des difficultés sur la production nucléaire liées au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus le faire, il faut réfléchir rationnellement à ce problème, mais dans certains cas, ça pose quand même des soucis importants
liées à cette façon de produire de l'énergie. Et puis, on pourrait regarder les autres moyens de production, mais le nucléaire est un moyen qui est extrêmement dépendant de l'eau, presque au moins autant que les systèmes hydrauliques. Donc, c'est quelque chose, je pense, important à citer. OK. Si on regarde rapidement les indicateurs du coup, qui permettent un peu de limiter l'impact de l'élévation du niveau de la mer. La première chose, c'est vraiment essayer d'aider les élus à redimensionner le zonage et appliquer le retrait des zones qui sont concernées. Ça pose tout un tas de problèmes parce qu'il y a des gens qui perdent leur rente dans cette histoire, etc. Ça pose des problèmes sur l'immobilier. Et souvent, surtout, les collectivités n'ont pas les moyens d'organiser le retrait progressif d'une zone et se contentent d'aller faire ce qu'on appelle de la maladaptation, c'est-à-dire faire des digues, de l'enrochement, etc., qui permettent pour les événements de faible intensité de limiter l'impact effectivement des inondations, mais quand on a des événements qui dépassent, une digue, ça va retenir l'eau qui est passée par derrière. Et donc, ça va renforcer cet effet-là de l'inondation. Et donc, les défenses dures peuvent être parfois des solutions de maladaptation. Il faut revoir en partie l'urbanisation des territoires littoraux afin d'éviter les constructions le long des côtes, changer la valeur de dimensionnement à au moins 2 mètres, comme nos amis néerlandais ou belges, par exemple, ou nos amis anglais. Et ensuite, c'est encore une idée de déployer des solutions fondées sur la nature pour limiter ces impacts-là. Par exemple, la protection ou la restauration des zones humides et des mangroves, c'est très efficace comme solution naturelle aux inondations côtières, en plus des puits de carbone extrêmement efficaces. Voilà, aujourd'hui encore, par exemple, les mangroves dans le monde, il y a une diminution de l'étendue des mangroves de 0,2 à 0,4% par an dans le monde. L'idée, c'est de les restaurer et d'en refaire autant qu'on peut, parce que ça protège des vagues. Il faut aussi essayer de stabiliser les dunes avec des cordons dunaires ou par de la végétation et des structures dures. Donc, les dunes, c'est une bonne façon aussi de… Là, les auditeurs peuvent aller voir le site du projet Adapto du Conservatoire du Littoral, projet sur lequel j'ai travaillé à ma petite échelle. On était beaucoup à travailler sur les études qui ont entouré ce projet. Donc, c'est 11 sites en France particulièrement exposés en première ligne à la montée des eaux, des sites peu habités. Donc, il n'y a pas de sujet tant que ça d'évacuation, de mort possible, etc. Donc, on peut être un peu plus serein. Et effectivement, y tester des solutions telles que celles que tu évoques, fondées sur la nature. Donc, Adapto, ça se trouve assez facilement. Écoute, très bien. Non, je te laisse poursuivre. Je veux bien aussi qu'on parle de risques autres que la montée des eaux, même si c'en est un gros, une dizaine de minutes. Voilà. Ça marche. Et puis, la dernière chose, il ne faut pas non plus, sur la construction de défense côtière dure, il faut faire attention parce que ça provoque un resserrement du littoral, c'est-à-dire on limite la surface disponible pour les habitats naturels, donc les digues, etc. C'est encore des solutions d'artificialisation. Et donc, on limite l'espace pour les habitats naturels qui pourraient être utiles pour mettre en place des solutions fondées sur la nature, mais au cas par cas, ça peut se faire. Dernier élément, un peu sur les infrastructures, il y a quelque chose dont on parle, donc on a commencé à parler il n'y a pas si longtemps, mais qui était resté sous les radars parce qu'on manque de données scientifiques aussi sur ce sujet-là, même si en France on a des bonnes bases de données, c'est le retrait-gonflement des argiles. Alors, pour expliquer ça, en fait, quand vous avez un sol qui est argileux, donc avec un fort taux d'argile, la consistance de sol, elle se modifie en fonction de son contenu en eau. Si vous humidifiez ce sol, il devient argileux et souple, ce qu'on appelle le gonflement, alors que quand il est desséché, il va être dur et cassant, ce qu'on appelle le retrait. Et ça implique, du coup, c'est un sol qui change beaucoup de volume, en fait, selon les conditions d'humidité. Et si vous êtes dans des conditions de sécheresse, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des vagues de sécheresse éclair, c'est-à-dire qu'il est très, très sec d'un coup. Et ça peut faire craquer les sols argileux qui peuvent ensuite, on dépasse leur résilience et donc ils ne peuvent plus se reformer. Si on regarde ça, en fait, on peut aller faire des relevés dans le pays, en France, voir le taux d'argile dans les sols et voir, s'il y a beaucoup d'argile, ça veut dire que s'il y a une vague de sécheresse importante, ça va se craquer très fort. Et on peut compter, en fait, le nombre de logements qui sont mis en… pour l'instant, c'est les seuls relevés que j'ai vus, c'est sur les logements individuels, les maisons individuelles, qui pourraient être soumises à ce genre de phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Si on regarde les données du ministère de la Transition écologique qui ont été sorties et qui ont été vulgarisées, remis, rajoutées dans le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, on estime qu'il y a 10,4 millions de maisons individuelles qui sont potentiellement très exposées à ce type d'événement. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir de plus en plus de maisons individuelles qui vont euh, avoir des chances, lors des périodes de sécheresse, d'avoir des craquelures dans leurs murs, ce qui peut les mettre en danger, etc., etc., et qui faut perdre, bien sûr, de la valeur au bien. Et ce risque-là, il est très, très mal anticipé aussi. C'est la première fois dans le rapport du Haut Conseil pour le climat qu'on en parle de façon si développée, mais c'est encore qu'une section, un paragraphe, alors que si cette affaire-là concerne 10,4 millions d'habitations, il va falloir, en action à faire rapidement, améliorer considérablement la cartographie des zones potentiellement concernées au niveau local, cibler aussi des dispositifs de sensibilisation sur les propriétaires des maisons vulnérables et les accompagner dans les procédures de prévention du risque ou de dédommagement. Et il faut aussi conditionner les dédommagements en partie à une reconstruction adaptée aux nouvelles conditions climatiques. D'accord ? Donc, quelque chose qui permet, vous avez aussi des expérimentations du CEREMA qui permettent un peu d'humidifier en continu les sols argileux pour pas qu'on dépasse le seuil où ils craquent. Sur cette partie-là, on est un peu limité, je trouve, en termes d'idées sur comment s'y adapter parce que le diagnostic est assez récent, je trouve, de cet aléa climatique. Et pour moi, il apparaît prioritaire de stimuler la recherche dans ce secteur en soutenant financièrement les expérimentations et le déploiement de initiatives comme celle du CEREMA, voilà, sur la partie retrait gonflement des argiles très rapidement. D'accord, très bien. Sujet d'ailleurs RGA, donc retrait gonflement des sols argileux, dont je n'ai pris connaissance que récemment et voilà, j'ai été assez stupéfait par l'ampleur de la chose, comme quoi, même quand on s'intéresse quasi quotidiennement à ces sujets, on en découvre chaque jour davantage. Bien, merci Ilan. Moi, vraiment, effectivement, je recommande de lire ton papier dans sa totalité, il est très accessible, bien résumé les différents enjeux, bien référencé, puis voilà, 80 références pour ceux qui veulent creuser plus loin, mais c'est une grosse revue de la littérature pour la mettre à disposition voilà, des intéressés. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ça marche, merci à toi, merci à tous. Bonne journée, bonne fin d'année. Ouais, joyeuse fête. Au revoir.